Bonjour à tous et bon début de semaine sur Télé Nantes. Évidemment, dans le 18h ce soir, nous allons parler de la rentrée scolaire. Alors vous vous dites, c'est déjà de l'histoire ancienne, ça fait déjà 10 jours qu'elle a eu lieu. Et pourtant, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et c'est pourquoi ce soir, nous avons choisi d'inviter William Marois. C'est le recteur de l'Académie de Nantes. Et avec lui, on va parler bien évidemment de la démographie scolaire de notre académie, des réformes en cours et à venir, et aussi de l'école dans la société, et réciproquement. Et on aura beaucoup de choses à lui dire au directeur des directeurs de la maternelle à l'université. Et puis si vous aimez les chevaux, si les chevaux c'est votre dada, restez aussi avec nous car nous allons faire un détour par un endroit insolite qui est l'hippodrome de Portillon, c'est à Vertou. Voilà le programme de notre émission, restez avec nous, ça démarre tout de suite. Dans quelques instants, nous parlerons bien sûr de rentrée scolaire avec notre invité. Mais tout d'abord, nous allons faire un détour par un hippodrome. Alors, en Loire-Atlantique, il y en a de nombreux. Il y en a un à Nantes, bien évidemment, mais aussi à Pornichet, à Cordemais, à Plessé ou encore à Pontchâteau. Et puis, il y a un plus petit hippodrome, moins connu, qui se trouve, lui, à Vertou. Il s'appelle l'hippodrome de Portillon. Alors, il a une particularité, c'est qu'il n'y a que 2 courses par an dans cet hippodrome. Et ça a toujours lieu le dernier week-end du mois d'août. Et la toute dernière édition, elle était un peu particulière car c'était un anniversaire, c'était les 120 ans de l'association qui s'occupe de ce petit hippodrome vertavien. Et c'était un beau succès pour les passionnés des courses hippiques dans une ambiance plutôt conviviale. C'est Jean-Michel Naga qui vous dit tout sur cet hippodrome de Vertou. C'est un rendez-vous incontournable chaque année, le dernier week-end du mois d'août. Ils sont des milliers à se retrouver sur l'hippodrome de Portillon, des amateurs éclairés ou de simples curieux qui n'échangeraient pour rien au monde leur théâtre de verdure. J'ai jamais été à Nantes. Peut-être que j'irai un jour, hein. Peut-être, certainement même. Mais j'aime bien Vertou. Je retrouve des copains. Voilà. Regardez ce cadre de verdure. C'est quasiment unique. Il y a la Sèvre qui est à côté. On a l'impression qu'on a des montagnes de verdure autour de nous. C'est paisible. Il n'y a pas de minéral, il n'y a que du végétal. Voilà, c'est beau. Je suis en retraite, c'est lundi, il n'y a rien d'autre à faire. C'est reposant, c'est bucolique. Enfin, c'est du point de vue typiquement course, c'est moyen. Hein, mais bon, c'est à détente. C'est très sympathique. Bon, au niveau des gains, c'est pas terrible en ce qui me concerne tous les ans, mais bon, ça n'empêche pas de revenir. Et puis il y a les huîtres surtout. Faut pas rater ça, quoi. Les huîtres et le muscadet, incontournables, les vainqueurs repartent tous avec leurs bouteilles sous le bras. Et ça dure depuis 120 ans, 1895. La Société des courses est même la plus ancienne association de Vertou. Ces bénévoles sont des passionnés et ce sont eux qui entretiennent ce patrimoine. La difficulté, c'est de maintenir le challenge de la qualité technique. Et nous avons, il y a 3-4 ans, été amenés à faire des travaux très importants sur notre piste. Ça avait représenté un budget technique, si vous voulez, de l'ordre de 400 000 €. Et je pense que la qualité technique que nous arrivons à amener sur notre piste nous permet d'avoir beaucoup d'engagements. Les engagements, ce sont les prises de position à l'avance par des entraîneurs pour engager leurs chevaux sur les courses. Ce qu'on veut, c'est surtout nous garder ces petits hippodromes. Actuellement, c'est un peu difficile. Il y a moins de chevaux à l'entraînement, la TVA est passée de 5,50 à 20%. Enfin, vous voyez, c'est des sujets très compliqués. Mais l'hippodrome de Portillon a encore de beaux jours devant lui car le public y tient, même ceux qui observent les courses du bord de la route pour économiser le billet d'entrée. Voilà, une curiosité à découvrir évidemment à Vertou. Alors d'après les jockeys, ce qui fait aussi la particularité de cet hippodrome, c'est que le sol est très bien entretenu et que les virages sont très serrés. On parle alors de tourniquet. Voilà, en tout cas vous êtes peut-être frustrés, vous avez envie d'y aller, mais il faut attendre dorénavant août 2016 pour le prochain rendez-vous à l'hippodrome de Portillon de Vertou. Mais sinon à Nantes, sachez que la prochaine course c'est ce jeudi, le 17 septembre, en semi-nocturne, voilà, pour les passionnés du dada. C'est votre cas, William Marois? Passionné de chevaux? Quand j'étais jeune, j'allais aussi voir des courses hippiques.
Maintenant, j'ai pas eu l'occasion. Mais bon, voilà, Vertou, ça peut être l'occasion Ouais, d'une balade plutôt insolite. Voilà. Bon, avec vous, on ne parlera pas de chevaux. Non, on parle de la rentrée scolaire, évidemment. Vous effectuez en tant que recteur de l'Académie de Nantes votre 3e rentrée cette année. Dans une académie, on le sait, à la démographie aussi galopante. On va peut-être faire d'abord l'appel, en quelque sorte, pour dire un peu quels sont les effectifs dans cette académie, qu'ils sont en hausse en cette rentrée, plus 4593 élèves, et aussi les postes qui vont aussi en conséquence, plus 435,5 postes. On est toujours dans une académie qui connaît une croissance d'élèves chaque année. Oui, tout à fait. Je crois que cette rentrée, elle illustre bien le dynamisme démographique des Pays de la Loire, mais aussi le dynamisme démographique scolaire de l'Académie. Et depuis 3 rentrées, c'est la même chose. On a une forte augmentation de nos effectifs. On a aussi une augmentation très significative de nos moyens qui nous permettent donc d'accueillir dans de bonnes conditions tous les élèves supplémentaires. Et singulièrement, en Loire-Atlantique, la hausse est plus significative. On le sait, c'est un département qui est particulièrement attractif. Oui, tout à fait. Il y a 2 départements où les effectifs progressent encore plus. C'est la Loire-Atlantique. Un exemple, dans les écoles, sur l'ensemble de l'Académie, on attend 683 élèves, mais plus de 1070 dans le département de la Loire-Atlantique. Puis le 2e département, c'est la Vendée aussi. Oui, parce qu'on va le redire, mais l'Académie de Nantes regroupe les 5 départements qui constituent la région Pays de la Loire, en fait. Donc on parle bien des 5 départements. On a également quelques infos sur le nombre d'élèves. Au total, dans cette Académie de Nantes, il y a 722 195 élèves. On le voit avec la répartition. Dans le premier degré, presque une moitié, voilà, et dans le second degré, un peu moins. Et puis après, les classes préparatoires et STS, c'est ce qu'on voit, le chiffre de 17 496. Alors, on s'en doute, ces chiffres-là, évidemment, ça nécessite aussi des efforts de moyens et ne serait-ce que des efforts d'infrastructure dans notre académie. Tout à fait. Une rentrée, ça se prépare sur un an. C'est-à-dire que maintenant, nous, on commence à préparer la prochaine rentrée. 2016. Voilà, la rentrée 2016. On y est déjà au travers du constat de rentrée. Et pour la mi-octobre, il faut qu'on fasse nos prévisions d'effectifs pour la prochaine rentrée. Vous voyez, nous, on est déjà dans la future rentrée. Et ils sont déjà à la hausse, ces prévisions aussi ? Là, il faut que j'attende le constat de rentrée. Mais tout ce qu'on sait montre que même nos prévisions seront peut-être dépassées, je pense. Mais bon, je saurai ça d'ici une quinzaine de jours. Bon, on reviendrait alors. Je reviendrai. Et puis, une rentrée, ça se prépare en partenariat, et notamment en partenariat avec les collectivités, puisque dans le cadre des partages de compétences, les collectivités ont la responsabilité de tout ce qui concerne notamment l'immobilier. Et on l'a vu à cette rentrée, puisqu'il y a 3 nouveaux collèges et 1 nouveau lycée supplémentaire qui ont été construits et donc mis à disposition des équipes enseignantes pour accueillir des élèves. Un lycée dans le Maine-et-Loire, 2 collèges en Loire-Atlantique et un collège en Vendée. Alors les collèges de Loire-Atlantique, c'est à Saint-Philbert de Grandlieu et à Clisson. On a aussi vu récemment la pose d'une première pierre du lycée de Carquefou qui devrait ouvrir prochainement. Ça va quand même suffire? Ça suffit pour accueillir tous ces élèves? Ou on a des effectifs serrés? C'est-à-dire, si vous voulez, ça suffit, mais il va falloir continuer. Il va falloir continuer parce qu'une étude de l'INSEE montrait qu'on allait accueillir dans les lycées plus de 12 000 élèves supplémentaires à l'horizon 2025. Et donc, le Conseil régional a déjà pris la décision de construire, en plus de Carquefou, 2 nouveaux lycées en Loire-Atlantique et 2 nouveaux lycées en Vendée. Et les lycées en Loire-Atlantique, les collèges seront où? aussi. Alors les lycées en Loire-Atlantique, ça sera Nord-sur-Erdre et Pontchâteau. Est-ce qu'il y a des zones dans le département aussi qui sont plus particulièrement sous tension? On le devine avec ces nouvelles constructions. Est-ce que c'est la périphérie nantaise? Généralement, c'est un peu les 3e couronnes des villes, et notamment donc, autour de Nantes. On a bien vu, par exemple, le nouveau lycée de Clisson, qui est formidablement rempli, par exemple. Et alors, est-ce que les collectivités, on le sait, c'est aussi compliqué pour elles, financièrement parlant, en termes de dotation aussi de la part de l'État, elles arrivent quand même à fournir cet effort financier pour construire de nouveaux établissements? Toutes les collectivités véritablement s'engagent à nos côtés. Ce matin, j'étais dans l'école Aimé Césaire, par exemple. C'est un effort aussi de la ville de Nantes, puisqu'on parle plus spécifiquement de Nantes, sur l'île de Nantes, qui est une superbe école. On est dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, il y avait une action particulière
particulière sur le 1% artistique. C'est vraiment un engagement fort aussi de la ville. On a la même chose au niveau du département de Loire-Atlantique et des autres départements, et aussi du conseil régional. Non, vraiment, les collectivités ont vraiment à cœur d'accompagner, et surtout dans les 2 départements où il y a cette pression démographique, l'arrivée des nouveaux élèves. Avec, on le répète, donc, ce sont les villes qui s'occupent des écoles maternelles et primaires, les collèges, c'est le conseil départemental, et puis les lycées, c'est le conseil régional. Alors le lycée, c'est particulièrement important puisque dans cette hausse d'effectifs scolaires de cette rentrée 2015, il y a 4 593 élèves et ça concerne 4 282 lycéens. C'est particulièrement au lycée que cette hausse d'effectifs se fait sentir. Oui, si vous voulez, c'est logique. Je dis, ce sont les bébés 2000. Vous voyez, ils ont 15 ans, ils ont fait leur scolarité entre 11 ans et 15 ans au collège, ils arrivent tous au lycée et ils vont poursuivre leur scolarité au lycée. Et on les attendait, donc on a préparé cette arrivée. On a ouvert beaucoup de divisions en classe de seconde. On a dû en ouvrir encore plus en juin parce qu'il y avait plus d'élèves qu'on attendait dans les lycées, où certaines arrivées d'élèves ont fait franchir les seuils. On a ouvert 13 divisions supplémentaires en seconde, donc ce qui prouve que, d'une part, le ministère nous a donné les moyens nécessaires pour ouvrir ces divisions, et d'autre part, que effectivement, la démographie, elle est vraiment en œuvre. Alors, on l'a vu aussi dans le chiffre qui est passé à l'antenne, c'est le taux d'encadrement qui est valable pour le coup sur l'année scolaire 2014-2015, qui est de 29,6 élèves par classe. Bon, quasiment 30 élèves. Ça commence à être des gros effectifs. C'est compliqué pour les profs de faire cours en lycée aujourd'hui ? Je crois qu'on est toujours à peu près autour de ces effectifs-là, parce que ces dernières années, la progression démographique a été vraiment bien accompagnée par des créations de postes. Par exemple, sur le premier degré, pour accueillir les 1070 élèves supplémentaires de Loire-Atlantique, on a créé 120 postes. Ça fait tout de même un poste pour 10 élèves supplémentaires. Or, on ne fait pas des classes à 10 élèves. Donc, vous voyez, on peut améliorer un peu les conditions d'accueil des élèves. Je crois que c'est quelque chose qui est important, quoi. Le ratio est un peu le même au niveau global, puisqu'on disait 4 593 élèves et 435,5 postes. C'était l'information sur les effectifs. Ça veut dire que l'Académie de Nantes aussi participe à cet effort. On le sait, le président de la République a annoncé qu'il y aurait la création de 60 000 postes d'enseignants d'ici à 2017. Ici aussi, dans l'Académie de Nantes, on prend notre part. L'Académie de Nantes, surtout, en bénéficie de cet engagement présidentiel, et c'est ça qui nous permet justement d'accueillir les élèves supplémentaires et éventuellement d'améliorer les conditions d'accueil, de mettre en place un certain nombre de dispositifs qualitatifs qui sont issus de la loi de refondation de l'école de la République. Par exemple, dans les écoles, le dispositif plus de maîtres que de classes, auquel on consacre 110 postes sur l'ensemble de l'académie, ou l'accueil des 2-3 ans, auquel on consacre 52 postes, par exemple. Alors, on a le sentiment, là, du coup, qu'en cette rentrée, tout va pour le mieux, finalement, des nouveaux établissements, des créations de postes. Et puis même, on a le sentiment d'une rentrée assez calme, finalement. C'est vrai que les rentrées scolaires sont souvent accompagnées de certains mouvements sociaux, de certaines manifestations. Cette année, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on est aussi un peu dans une année de transition ? Surtout, je crois que la rentrée, elle a été bien préparée. Elle a été bien préparée dans les services académiques et dans les établissements. Elle a été bien préparée aussi par les collectivités. Parce qu'il n'y a pas que les établissements neufs. Les collectivités, elles ont la responsabilité de tout l'immobilier. C'est-à-dire, il faut repeindre des salles de classe, il faut réparer un certain nombre de choses. Donc, chaque année, elles s'engagent avec comme objectif la date de rentrée. Donc, je crois qu'on est sur une rentrée qui est globalement réussie. Même s'il y a eu quand même quelques couacs, on ne peut pas s'empêcher de les relever. Par exemple, fin août, il y avait 400 professeurs qui n'avaient toujours pas d'affectation pour la rentrée. C'est plus que d'habitude. Il y a eu quand même des petits problèmes d'organisation. Il y a eu effectivement un petit problème d'organisation sur la Loire-Atlantique pour le premier degré. Maintenant, c'est résolu. Tout le monde a eu son affectation. C'est vrai que ça a été un peu difficile pour un certain nombre d'enseignants et on en est désolé. Il y a eu ce petit problème qui s'est résolu. C'est dû au fait justement qu'il y a du monde dans cette académie, du fait de ces effectifs-là. C'est dû à quoi le petit problème d'organisation ? Il y a eu un petit problème informatique et d'organisation sur l'affectation. L'année prochaine, ça ne se reproduira pas. Il y a aussi certains établissements qui pensent, eux, qu'ils n'ont pas assez de classes. C'était le cas notamment au collège Saint-Exupéry de la Montagne, une mobilisation des parents et des enseignants suite à la fermeture de 2 classes, une de 3e et de 4e. On en est où aujourd'hui sur ce dossier-là ? Écoutez, une des classes a été réouverte, mais nous, notre
notre mission. Notre mission, c'est de traiter tous les établissements en équité. Donc, une classe devait être ouverte, elle l'a été. L'autre classe, apparemment, ce n'est pas justifié, donc elle ne sera pas ouverte. Si vous voulez, nous c'est ça notre travail, c'est que on soit en équité partout, sachant que le terme d'équité peut être modulé parce qu'il y a des secteurs plus complexes qu'on appelle l'éducation prioritaire, où on donne plus parce qu'on a des élèves qui ont moins, qui sont plus défavorisés. Mais c'est ça l'équité. Mais sinon, entre des établissements assez identiques, nous, et il faut que les gens le comprennent, on ne peut pas privilégier un établissement par rapport à un autre. Mais à titre individuel, on imagine bien que les parents sont forcément inquiets de classes surchargées. On se dit quelles conditions de scolarité pour nos enfants. Tout à fait, mais à titre individuel, chacun peut réagir. Mais nous, vous voyez, on a une vision globale de tous les établissements. Et donc, c'est vraiment notre mission d'être équitable entre tous les établissements sur la base de critères qu'on définit. Donc une classe qui réouvre, mais pas deux, a priori, à la Montagne, au Collège Saint-Exupéry. Il y a également une mobilisation qui est aussi annoncée devant le rectorat demain, à 12h30, par l'ESP. Alors c'est l'École supérieure des professeurs... École supérieure du professorat et de l'éducation. Et de l'éducation, voilà, ce sont les nouveaux IUFM, qui forment notamment les professeurs des écoles, qui disent, il y a un manque d'enseignement formateur, il y a l'équivalent de 1300 heures de formation pour le premier degré qui ne vont pas pouvoir être dispensées en cette rentrée. Donc voilà, on a aussi là des apprentis professeurs qui sont inquiets de leur formation. Oui, alors si vous voulez, d'abord, il y a une nouvelle formation qui a été mise en place à partir de 2012-2013, sous l'idée que enseigner est un métier qui s'apprend. Et cette formation, elle s'appuie sur 2 lieux de formation. Le premier lieu de formation qui est sous ma responsabilité, c'est soit l'école, soit l'établissement scolaire dans lequel le professeur stagiaire, qui est fonctionnaire stagiaire, effectue un demi-service, généralement. Il y a des situations particulières, mais globalement un demi-service. Et le deuxième lieu de formation, c'est cette fameuse école supérieure du professorat et de l'éducation qui est sous la responsabilité de l'université. Donc ce sont des moyens de l'université. Nous avons mis des moyens dans les établissements à que chaque professeur stagiaire ait un tuteur, par exemple. Et l'université a fait un effort très significatif, puisque l'université vient de créer 3 postes supplémentaires pour justement mieux accueillir les professeurs stagiaires. Donc je crois qu'il faut souligner cet effort qui a été fait très récemment par le président de l'université et son équipe. C'est ce que vous direz demain aux manifestants qui seront devant vos portes. Alors, l'année dernière, la rentrée aussi avait été plus mouvementée, on le sait, puisqu'il y avait la réforme des rythmes scolaires qui a inquiété beaucoup de parents. Il y avait également la réforme de la cartographie pour les zones d'éducation prioritaire, avec des écoles rattachées au collège en zone d'éducation prioritaire. Cette année, pas de mouvement à ce niveau-là. Finalement, ce sont des réformes qui ont été bien acceptées. Écoutez, dans notre académie, globalement, maintenant, les réformes sont entrées dans les mœurs et sont mises en œuvre dans toutes les communes sur les rythmes scolaires. L'éducation prioritaire a été refondée. Maintenant, il faut qu'on travaille, que ce soit sur le dossier de l'éducation prioritaire ou sur le dossier des rythmes scolaires, sur la pédagogie. Sur les rythmes scolaires, ce que j'ai dit aux inspectrices et aux inspecteurs de l'éducation nationale au moment de la rentrée, c'est que maintenant, un travail sur 5 matinées, qui est le marqueur fort de la réforme des rythmes scolaires, il faut que ça apporte aux élèves. Et non, à la limite, ce n'était pas la peine de s'embêter à tout réorganiser si ça apporte pas aux élèves. Donc c'est maintenant le travail essentiel qu'on doit mener. De la même manière, sur l'éducation prioritaire, ces moyens supplémentaires que nous donnons dans ces zones, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, et qui sont significatifs. L'éducation prioritaire, ça a représenté tout de même, à cette rentrée, 22 postes supplémentaires à ajouter aux 9 qu'on avait mis dans les collèges préfigurateurs l'année dernière. Donc ce sont des moyens significatifs sur l'éducation prioritaire dite plus. Il faut aussi que ça profite aux élèves. Alors, c'est la philosophie des 2 réformes, que ça profite aux élèves. Comment on fait dans le cas des rythmes scolaires pour que ça aille vraiment dans le sens de l'enfant? On essaye de lisser tout ce que les temps périscolaires, pardon. Comment on fait? Nous, notre cœur de métier, c'est pas le temps périscolaire, c'est le temps scolaire. Oui. C'est-à-dire comment on organise mieux les apprentissages sur 5 matinées. C'est-à-dire comment on réorganise un peu les disciplines. Qu'est-ce qu'on enseigne le matin, qu'est-ce qu'on enseigne l'après-midi, comment on l'enseigne, c'est ça l'enjeu.
Et c'est d'uniformiser, du coup, un Pas peu, du parce qu'on tout. sait que Non, il ne chaque faut pas école le fait uniformiser. à la Il peut y carte. avoir, on n'est plus dans l'école du 19e siècle dont on disait qu'à telle heure, un ministre sortait sa montre de son gousset et que tous les élèves faisaient à la même heure une dictée. Non, il faut laisser de la liberté pédagogique aux équipes, mais il faut véritablement que ça apporte un plus aux élèves. On disait dans un rythme à 4 jours que c'était difficile pour les élèves, que ce n'était pas favorable aux apprentissages. Donc maintenant, il faut que ces 5 matinées soient favorables aux apprentissages. Alors, une actualité aussi importante en début d'année 2015, ça a été bien entendu les attentats de Charlie Hebdo. Et on sait que l'école a été beaucoup sollicitée au lendemain de ces attentats. Enfin, déjà parce qu'il y a eu des témoignages de solidarité à l'intérieur de l'école, de la part des élèves, de la part des professeurs, une grande mobilisation. Et puis après, beaucoup d'attentes aussi suscitées à l'école où devait s'instaurer le dialogue, où on devait aborder les questions notamment de laïcité. Qu'est-ce qui a pu être fait depuis janvier 2015 sur ces questions-là au sein de l'école ? Bah écoutez, il y a d'abord eu cette grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République qui a été souhaitée par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec un certain nombre de choses concrètes. D'abord autour de la charte de la laïcité, puisque la ministre souhaite que cette charte de la laïcité qui préexistait, eh bien, elle puisse être signée avec le règlement intérieur dans les écoles, les collèges et les lycées, pour que les familles en prennent connaissance et en prennent conscience aussi. Il y a au niveau de la participation des élèves la création de conseils de la vie collégienne, par exemple, alors que les conseils de la vie lycéenne existent déjà. Il y a la mise en place d'une réserve citoyenne de l'éducation nationale, c'est-à-dire des citoyens qui mettront leurs compétences et une partie de leur temps à disposition de l'éducation nationale pour venir parler de sujets sur lesquels ils ont une compétence particulière. Faire entrer la société dans l'école ? Voilà, c'est un peu à l'image de la réserve citoyenne qui existe déjà dans la gendarmerie ou dans les 3 armées. Et puis c'est aussi le sens de la réforme un petit peu des collèges. Alors il y a beaucoup de choses dans cette réforme des collèges, mais on y trouve aussi un nouveau cours d'éducation morale et civique. C'est aussi les conséquences de tout ça. Et puis il y a l'enseignement moral et civique qui se met en place à la rentrée, qui est un parcours qui concerne l'école, le collège et le lycée, qui se substitue à d'autres enseignements préexistants et qui met l'accent sur les valeurs de la République, sur la laïcité, et j'ajouterais aussi sur d'autres valeurs que sont par exemple le respect ou la solidarité. Et tout ça forme un ensemble. Et puis, effectivement, vous avez évoqué le collège. Cette année scolaire qui a commencé va être pour nous une année très importante, puisque ça va être l'année de préparation d'une réforme du collège qui verra le jour à la rentrée 2016. Alors, on le sait aussi, au lendemain des attentats, il y avait aussi un peu de tension dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Pour certains professeurs, c'était compliqué aussi d'instaurer le dialogue. C'est retombé un petit peu, cette pression-là, parce qu'on sait qu'il y a toujours des polémiques qui reviennent, notamment on pense à la cantine, le fameux menu unique, etc. Est-ce qu'il y a quand même toujours des tensions dans les établissements scolaires autour de ces questions-là ? Dans l'académie, on n'a pas eu de tension particulière. On a pu avoir des enseignants qui ont pu avoir un peu des difficultés à établir un dialogue avec des jeunes sur des questions qui étaient posées par les jeunes. C'est pour ça que la ministre a souhaité qu'il y ait des formations qui soient mises en place. On a formé au niveau national 1000 formateurs qui eux-mêmes maintenant vont, dans le cadre du plan académique de formation, faire des formations pour les enseignants. Puis on le retrouvera aussi dans la réforme du collège, certainement au travers notamment d'un enseignement pratique interdisciplinaire sur la citoyenneté. Et c'est important pour vous que l'école, justement, se fasse aussi l'écho de ces questions-là ? Vous savez, l'école, elle a 3 grandes missions qui lui sont confiées par la nation. La première mission, c'est de transmettre des connaissances, des compétences et une culture. La deuxième mission, c'est de préparer une insertion professionnelle réussie. Mais la troisième mission, c'est, je dis toujours, former des citoyens qui soient ouverts et responsables. Et on est parfaitement à la fois dans cet enseignement moral et civique et dans tout ce qu'on a pu organiser autour. Et j'avais souhaité que dans notre académie, il y ait une action spécifique qui soit menée dans le cadre de la grande mobilisation de l'école sur l'éthique des réseaux sociaux. Je crois que c'est quelque chose qui est important pour les jeunes. Oui. Et nous allons poursuivre. On a commencé et on va poursuivre pour que les jeunes aient conscience à la fois des
formidables avantages des réseaux sociaux, de tout ce que ça leur apporte, mais aussi qu'ils aient peut-être une certaine prudence. Alors, il nous reste très peu de temps, mais l'actualité, c'est également, on le sait, l'accueil des migrants en Europe, en France. Et on a entendu également que l'école allait devoir aussi prendre sa part pour accueillir ces nouveaux enfants de réfugiés. Vous y réfléchissez déjà ici aussi? On y réfléchit déjà au travers notamment d'un dispositif d'accueil des élèves et d'apprentissage de la langue pour ceux qui ne maîtriseront pas la langue. Et la mission de l'école, c'est vraiment d'accueillir tous les enfants qui sont sur le sol de la République. Et en fonction de leurs compétences, eh bien, de leur donner de quoi ensuite suivre des cursus. Et on s'y prépare. Même dans une académie où il y a beaucoup de monde, comme c'est le cas à Nantes, il y a encore on a déjà des dispositifs en place, ça s'appelle le CASNAF, par exemple. Hein. Donc on est prêt à accueillir ces enfants et à leur donner le maximum de ce qu'on pourra leur donner. C'est notre mission. Merci beaucoup, Monsieur Marois, d'avoir été avec nous pour faire le point sur cette rentrée scolaire. On a pu aborder pas mal de questions. On vous souhaite bon courage pour la rentrée suivante, puisque merci, vous êtes déjà bonne année dessus. Scolaire à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Monsieur Marois, et merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle que vous pouvez suivre Télé Nantes également sur Internet. C'est www.telenantes.com et sur les réseaux sociaux avec parcimonie. Bien entendu, bonne soirée sur notre chaîne.